Je vous remercie. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. En l'absence de 2 mois, vous avez été obligée, Madame la Première ministre, de déclencher 6 fois l'article 49.3 et engager ainsi la responsabilité de votre gouvernement. Lors de votre déclaration de vendredi soir, vous avez dit que ce n'était pas un acte banal. Je vous le confirme. Malheureusement pour notre pays, ça le devient. Tout le monde le sait, le champion du 49.3 de la Ve République était Michel Rocard. Son gouvernement avait déclenché ce pouvoir constitutionnel 28 fois en l'espace de 3 ans. Mais contrairement à vous, il avait attendu 8 mois pour déclencher son 6e 49.3. Au rythme où vous allez, Madame la Première ministre, vous allez le détrôner très rapidement. Chez les Républicains, nous regrettons cette situation. Alors que durant l'été, nous avions voté les projets présentés, que ce soit le PLFR, le pouvoir d'achat, puisque vous aviez accepté nos propositions pour améliorer vos textes. Vous avez préféré cette fois rejeter en bloc les propositions de notre groupe. Contrairement à ce que vous avez dit vendredi soir, nous étions loin de trouver un accord sur vos projets budgétaires. Pour justifier ce 6e 49.3, vous avez également invoqué l'obligation de respecter les délais constitutionnels pour l'adoption des textes budgétaires. Mais comment avons-nous fait et comment avons-nous respecté les délais dont vous parlez durant les années précédentes sans le 49.3 ? Nous y arrivions. Enfin, plus grave, votre gouvernement a participé jeudi soir à une procédure d'obstruction des travaux de l'Assemblée nationale. Alors que dans notre régime parlementaire rationalisé, notre Constitution donne des pouvoirs démesurés au gouvernement, le 49.3, le vote bloqué, la seconde délibération. Vos ministres ont soutenu, et pire, ont participé à une obstruction parlementaire par amendement et sous-amendement sur la proposition de loi visant à réintégrer les soignants non vaccinés. Il a ainsi déposé un amendement hors délai à l'article 2 afin de permettre aux parlementaires de la majorité de déposer d'innombrables amendements. Les députés de la majorité ont également déposé plus de 150 sous-amendements à un amendement d'un député de l'opposition. Lorsque la majorité et le gouvernement en place a compris que cette manœuvre était vouée à l'échec puisque cet amendement n'allait pas être défendu, faisant alors tomber automatiquement les 150 sous-amendements, votre ministre de la Santé a pris la parole pour un discours fleuve afin de donner le temps à ses équipes de déposer le même amendement pour récupérer ces innombrables sous-amendements. C'est intolérable. Ce triste épisode nous a au moins appris une chose. L'obstruction parlementaire étant un outil de la minorité pour se faire entendre et bloquer les débats, votre gouvernement et votre soi-disant majorité ont implicitement reconnu votre état de minorité dans ce Parlement. Nous espérons, Madame la Première ministre, que cet épisode restera anecdotique et qu'il a été le fait d'un zèle trop important de quelques conseillers de l'ombre, trop contents de faire un coup politique minable. Sur le fond de ce PLFSS, sur lequel vous avez engagé votre responsabilité, je maintiens ce que vous a dit mon excellent collègue Yannick Noder vendredi soir et la position de notre groupe. Oui, nous aurions résolument voté contre ce projet. Il est premièrement insincère. Vous avez bien présenté une rallonge de 10 milliards de l'ONDAM et une rallonge de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'hôpital pour l'année 2022. Toutefois, vous restez toujours loin du niveau de l'inflation pour 2022, tout comme celle de 2023. Et il sera difficile pour nos établissements de maintenir ce cap. Vous demandez en réalité aux établissements de faire des économies à un moment donné où la facture énergétique va exploser. Il est également insincère sur la prévision Covid. Nous redoutons une 9e vague de Covid actuellement. Vous n'avez budgété pour 2023 qu'1 milliard d'euros.
pour le test Covid et la vaccination, contrairement aux 11 milliards pour 2022. Le Covid aurait-il disparu selon vous? Pensez-vous qu'il n'existera plus en 2023, le Covid? Ou alors, allez-vous dérembourser les tests et les vaccins? C'est peut-être ça, monsieur Balanan. Enfin, insincère, car il ne prévoit rien sur la branche vieillesse, qui est pourtant la seule dont le déficit va augmenter très fortement. Moins 3,5 milliards en 2023, il va passer à moins 15,9 en 2026. La faute à Emmanuel Macron, qui est le seul président de la République à n'avoir pas réformé le régime des retraites et dont on attend toujours les propositions. Deuxièmement, nous n'aurions pas voté pour ce projet de loi de finances de sécurité sociale, car il ne contient que peu de mesures en faveur des familles. Vous vous targuez de la réforme du mode de garde. Et je vous cite notamment pour les familles monoparentales, Madame la Première ministre. Je vous corrige, Madame la Première ministre, que les familles monoparentales seront les seules gagnantes. Une politique familiale cohérente, elle doit prendre en compte toutes les familles, ce que vous êtes loin de faire, l'intégralité des familles. Plus grave, vous transférez plus de 2 milliards de dépenses de congés maladie pour les femmes enceintes, de la branche maladie à la branche famille. Vous faites ainsi baisser le déficit de la branche santé en faisant payer les familles. Cela est inadmissible. Et je voudrais vous parler de l'article 31. Vous allez mettre en péril toute une filière économique aujourd'hui. Et l'article 31 traite des lunettes. Aujourd'hui, vous n'allez pas faire 1 euro d'économie grâce à cet article 31, mais vous allez, de sûr, mettre totalement en péril la filière de la lunette et l'ensemble des opticiens français. Vous voulez, et c'est ça votre en même temps, vous voulez favoriser la production française et parallèlement, vous allez encourager la vente de produits des collections antérieures de l'Italie. C'est un sujet que je connais bien et je vous alerte sur cet article 31 qui est complètement déséquilibré pour la filière française. Nous n'aurions pas voté non plus ce projet de loi de financement de la sécurité sociale sur les hôpitaux. Votre politique sur les hôpitaux est intenable à court terme, à moyen terme et à long terme. Et je pense notamment aux hôpitaux de proximité. Je vais vous donner 2 exemples sur ma circonscription. À Champagnole, on a la fermeture des urgences qui a été actée pour les 2 mois qui arrivent. Comment on accepte de mettre en danger toute une population sans du tout avoir recours à des urgences de proximité? Et à Saint-Claude, on vient de fermer, on nous annonce la semaine dernière, la fermeture de l'hôpital de jour en pédopsychiatrie. On a 36 enfants qui seront dans la nature sans suivi. Sur la même circonscription, admettez quand même que ce sont des mesures qui sont inacceptables, incompréhensibles pour la population. Face à ce constat, notre groupe était résolu à voter contre votre projet. Nous n'allons toutefois pas voter cette motion de censure portée par la France insoumise. Pas jusque-là. Nous, les Républicains, nous sommes des élus responsables. Et bien que nous soyons opposés à ce projet, nous pensons que voter cette motion de censure et donc provoquer une dissolution voulue et attendue créera plus de chaos dans le pays que cela n'en réglera. Une majorité de Français ne souhaite pas retourner aux urnes et nous ne leur imposerons pas cela pour le moment. Mais je vous mets en garde, Madame la Première ministre. Les Républicains resteront la vigie vigilante du Parlement, de ses droits, du respect de la séparation des pouvoirs. Faites en sorte que des épisodes comme ceux de jeudi ne se réitèrent pas. Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue.